13h partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Le sommaire de ce journal. La variole du singe, les autorités ivoiriennes déconseillent la manipulation, la vente et la consommation de la viande de brousse pour éviter la propagation de cette maladie contagieuse qui fait déjà une trentaine de cas et un décès en Côte d'Ivoire. Nous parlerons d'agroforesterie. Quand le cacao ivoirien retourne à la forêt, enjeux écologiques et économiques, une alternative aux décisions des marchés internationaux qui interdisent aussi l'importation des produits issus de la déforestation, dont le cacao. Comment réagissent nos producteurs? Réponse dans le dossier EcoPlus. Et puis du sport, les Jeux paralympiques de Paris 2024 démarrent ce mercredi pour s'achever le 8 septembre prochain. Pas moins de 549 épreuves figurent au programme. Le drapeau ivoirien sera porté par 4 para-athlètes dans 3 disciplines. Bonjour à tous et bienvenue. La variole du singe, monkeypox, circule en Côte d'Ivoire. Les services de santé publique dénombrent une trentaine de cas et un décès déploré. Pour freiner son évolution, les autorités ivoiriennes déconseillent la manipulation, la vente et la consommation de la viande de brousse. Développement par Didier Nguessa. Antilope, pangolin, rat, gibanaché ou vipère. Ces espèces animales, qu'elles soient en voie de disparition ou non, sont la cible de braconniers. Leur destination est un secret de polichinelle, les ménages et la restauration. Le gibier, communément appelé viande de brousse, est un méprisé des consommateurs. Malgré la fermeture de la chasse en Côte d'Ivoire, ces animaux sauvages, du moins leurs carcasses, foisonnent sur les étals des marchés, au vu et au su de tous. Si les consommateurs semblent apprécier la viande de brousse, elle est connue pour être l'une des sources de transmission de maladies, comme l'actuelle variole du singe, le contact avec les bêtes vivantes ou mortes pouvant entraîner la contamination, selon l'Institut national d'hygiène publique. Les services des eaux et forêts s'emploient à saisir les marchandises des contrevenants et à les incinérer. Ceux-ci encourent des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et risquent des amendes de 5 à 100 millions de francs CFA. Mais face à la maladie, nul besoin de tomber sous le coup de la loi. Avec une trentaine de cas de variole du singe en Côte d'Ivoire et plus de 270 cas contacts, les mesures de prévention ne sont plus du seul ressort des autorités sanitaires et forestières. Mais elles impliquent l'adhésion de toute la population. Une approche plutôt citoyenne de cette crise sanitaire place le respect de la fermeture de la chasse et la défense de consommer le gibier comme un réflexe à adopter. Les contraintes occasionnées par le Covid-19 et ses effets sur les ménages et l'économie sont encore vives dans les mémoires. La variole du singe dans l'actualité, en tête des sujets de la 74e session du comité OMS Afrique qui se déroule en ce moment en République démocratique du Congo. La réponse épidémiologique, elle se chiffre dans le monde à 131 millions de dollars et des vaccins sont attendus par les États. Le ministre de la Santé y conduit la délégation ivoirienne. Le point de Mahama Traoré. Les 47 États membres sont réunis à Brazzaville au Congo pour cette 74e session du Comité Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les travaux ouverts en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso et du directeur général de l'OMS sont le lieu d'évoquer l'actualité sanitaire du continent marquée par l'épidémie de la variole du singe. Le patron de l'OMS évoque à cet effet un plan de riposte chiffré à 131 millions de dollars pour les 6 prochains mois. La Côte d'Ivoire compte une trentaine de cas détectés. Le pays représenté à cette réunion par son ministre de la Santé, Pierre Demba, prend la pleine mesure de la situation. Nous avons pris des dispositions au niveau du gouvernement sous instruction du chef de l'État et le leadership du Premier ministre pour circonscrire cette épidémie et nos équipes sont à la tâche. Nous sommes en pleine négociation avec la CDC Africa, l'OMS et je pense que pour ceux qui sont des personnes à risque comme le personnel de santé ou ceux qui sont autour des malades, des vaccins vont parvenir très prochainement pour que nous puissions donc vacciner ceux qui en ont besoin. D'autres sujets importants seront également abordés lors de cette réunion. Il s'agit pour les 47 États de la région de voir comment faire progresser davantage la santé dans notre sous-région pour avoir une région sûre, une région prospère, mais une région saine
L'Afrique doit arrêter un cadre de plaidoyer pour parler d'une même voix, que ce soit pour le traité pandémique, mais également pour la mise en œuvre du RSC, qui est donc le règlement sanitaire international, qui permet donc à tous nos États dans le monde de gérer les épidémies. Cette 74e session sera également marquée par l'élection d'un nouveau directeur régional Afrique de l'OMS. 4 candidats sont en lice pour ce poste. Ce sont des travaux axés sur le renforcement des systèmes de santé en Afrique. À présent, une action contre les plus fréquentes causes de décès des femmes, le cancer, les cancers du col de l'utérus et le cancer du sein. À Bouaké, plus de 200 femmes ont été gratuitement dépistées. Celles présentant des états cancéreux sont prises immédiatement en charge dans des centres spécialisés. C'est une action sociale citoyenne de l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance. Le témoignage de Soro Corona. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique signale 6 373 nouveaux cas des cancers du col de l'utérus et du sein, dont 4 020 décès en 2022 en Côte d'Ivoire. Des chiffres en progression dans le monde. Pour le cancer du sein, en Côte d'Ivoire, par jour, nous perdons 4 femmes. Et dans le monde entier, toutes les 2 minutes, nous perdons une femme du cancer du col de l'utérus. Pour freiner le ravage de ces 2 cancers féminins, le dépistage précoce demeure un meilleur moyen de lutte. C'est dans cette optique que l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance est à Bouaké pour une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les femmes, pour leur dire qu'il faut se faire dépister. C'est l'arme la plus fatale contre le cancer. Parce que si tu ne te dépistes pas, tu ne peux pas savoir si tu as des nodules, si tu as des cellules précancéreuses, pour que tu puisses te traiter. Plus de 200 femmes se sont prêtées à cet exercice. Je vois des mamans qui souffrent de cela. Donc pour ne pas rester dans l'ignorance, je viens ce matin me faire dépister. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit cadre avec la vision du Bouaké nouveau prôné par le maire Amadou Kone. C'est un mal pernicieux qui tue à petit feu. Et donc le dépister très tôt donne une chance de pouvoir le traiter et permettre à nos mamans de se porter bien. L'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance est soutenue par une maison d'assurance nouvellement installée à Bouaké. Il faut avoir un parent qui a le cancer du col de l'utérus ou qui a le cancer du sein pour voir que c'est une souffrance atroce. Nous, on a décidé de nous inscrire dans la prévention. Les femmes présentant des cellules cancéreuses sont prises en charge dans des centres spécialisés. L'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance existe depuis 2016. Et nous restons dans le Baoulé. Direction maintenant d'Imbokro, où se sont tenues les journées de la femme entrepreneur. Le rendez-vous de la valorisation des compétences féminines du NZI. Des conférences sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin devront à l'avenir renforcer la résilience des femmes face aux effets du changement climatique. Explication avec Moussa Konaté. Investir dans les femmes d'UNZI pour accroître leur résilience face au changement climatique. C'est le thème de l'édition 2024 des Journées de femmes entrepreneurs. Un rendez-vous pour mettre en valeur les compétences féminines. Et je suis très contente pour ce thème parce que nous les femmes, nous voulons nous lever maintenant. Nous ne voulons plus dormir, nous voulons travailler. C'est pour mettre en valeur les femmes qui se battent pour leur autonomisation, qui ont des petites entreprises et qui veulent vraiment travailler. Exposition vente, conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Les journées des femmes entrepreneurs réunies sur un même espace, des femmes chefs d'entreprise, les coopératives et associations venues de toute la région pour des échanges et partages d'expériences. Notre souhait et notre rêve que suite à ces journées dans la région du NZI, les femmes émergent davantage et qu'elles deviennent des championnes nationales qui feront la fierté de la Côte d'Ivoire en général et du NZI en particulier. Cette rencontre dédiée à la valorisation de l'entrepreneuriat féminin a servi de cadre pour récompenser les meilleures coopératives, la meilleure entreprise féminine et la meilleure femme du domaine de l'artisanat. Voilà, les femmes font bouger les lignes. Entrepreneurs, elles ont un impact considérable sur leur société. Autre exemple, dans le district autonome de Yamoussoukro, où le mérite de 80 femmes entrepreneurs est reconnu, le témoignage de Kader Sogodogo. Les femmes entrepreneurs du district autonome de Yamoussoukro sont à l'honneur. 80 d'entre elles sont honorées pour leur courage et leur abnégation au travail. L'initiative est de la Dream Team Souleymane Diarra-Souba, un mouvement qui soutient l'excellence. Les sincères félicitations à toutes les femmes récipiendaires et les encourager à toujours demeurer des modèles
pour le développement de l'entrepreneuriat à Yamoussoukro. Diplôme, pagne, bouteilles de gaz, numéraires, les lauréates repartent les bras chargés. Elles sont heureuses et reconnaissantes. On est très contents, nous les femmes de Yamoussoukro. On est très contents pour tous ces cadeaux. On voudrait demander au bon Dieu, longue vie au président de la République. Sylvain Yao, directeur général des PME et de l'artisanat, représentant le ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de l'événement, salue la résilience de ces femmes qui sont vues comme les pionnières de l'entrepreneuriat dans le district autonome de Yamoussoukro. Braves femmes, le souvenir de votre détermination et de votre engagement pour l'entrepreneuriat doit demeurer vivace dans les cœurs de nos sœurs et de nos filles qui ont décidé de vous emboîter le pas. La Dream Team Souleymane Diarra-Souba entend célébrer l'excellence dans tous les secteurs d'activité, reconnaître le mérite de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent au quotidien au développement de Yamoussoukro. Dans le secteur de l'énergie, les documents réglementaires du projet gazoduc africain Atlantique sont examinés à Abidjan, un atelier régional d'examen et de validation de l'accord intergouvernemental et également de l'accord pays hôte de ce projet unique. Deux éléments essentiels pour la gouvernance transparente, l'efficacité et le développement économique. Lanciné Bakayoko. Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont la longueur avoisinera les 6000 km, vise à relier les ressources gazières du Nigeria au marché européen en passant par une douzaine de pays ouest-africains. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. Ce projet a le potentiel de redéfinir la dynamique énergétique de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. L'accroissement de la disponibilité du gaz naturel permettra non seulement de renforcer les capacités de production électrique, dont 42% de la puissance installée dépendra du gaz naturel à l'horizon 2033, mais aussi de stimuler le développement économique, industriel et agricole de la CEDEAO. Le gaz naturel étant également une énergie pour le développement durable, son utilisation abondante dans la région permettra à nos États de contribuer aux efforts du monde de lutte contre les changements climatiques, de booster la mobilité propre et durable et de stimuler la pénétration de l'énergie de cuisson propre. Le gazoduc Nigeria-Maroc, un méga projet qui va mobiliser environ 25 milliards de dollars. D'où l'importance de créer un consensus autour des documents réglementaires et institutionnels relatifs à ce gigantesque projet offshore. Des documents essentiels pour au moins 3 raisons. La première, c'est d'assurer une gouvernance transparente et efficace, afin d'éviter les conflits et assurer une gestion efficace des ressources. La deuxième raison que nous relevons, c'est de faciliter l'intégration régionale. La troisième raison, c'est de stimuler le développement économique dans notre sous-région en fournissant de l'énergie électrique moins onéreuse à partir du gaz naturel pour satisfaire les besoins des industries, mais aussi de nos populations. Le cadre juridique formalisé, la décision finale d'investissement est prévue courant 2025. Les premières retombées de ce pipeline transafricain sont attendues aux environs de 2028. Voyons à présent le dossier de ce journal. Nous parlons d'agroforesterie, une technique agricole qui se présente comme une solution pour la sauvegarde du couvert forestier nécessaire à la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, cette technique doit être appliquée dans la culture de leur brun ivoirien, le cacao. Les agriculteurs sont incités à faire pousser des arbres au milieu des cacaoyers pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons commerciales. Cette technique, c'est aussi un moyen de reconquête des marchés internationaux, dont l'Union européenne qui interdit l'importation de produits issus de la déforestation. Comment réagissent nos producteurs? Réponse dans ce dossier EcoPlus présenté par Jean-Luc Bangbo. Petit Yémé, dans la sous-préfecture de Niamangui, à 25 km de Soubré. Le producteur de cacao qui constitue la population principale de ce gros campement écoute tour à tour les membres de cette équipe de sensibilisation sur l'agroforesterie. Si on ne prend pas de dispositions, ça veut dire que dans encore 10 ans, notre forêt va disparaître. On a vu que si on met les arbres avec les cacaoyers ensemble, ça peut être bénéfique pour le cacaoyer. Non seulement pour le cacaoyer, mais pour tout l'environnement autour du cacaoyer.
Cette équipe composée d'agents du Conseil Café Cacao et de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, n'est pas à sa première sensibilisation sur le sujet dans cette localité. Nous avons été sensibilisés plusieurs fois. On parle de changement climatique. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le manque d'arbres. Nous n'avons plus d'arbres. Et si aujourd'hui, l'État a pensé qu'à partir de l'arbre, l'on peut survivre aussi, donc c'est un bon projet. L'agroforesterie cacaoyère est un système de production qui combine des cacaoyers avec des espèces non cacaoyères pour un ou plusieurs bénéfices spécifiques. Depuis 3 ans, la Sina Diarasuba plante des arbres dans ses cacaoyers. 3 de ces 15 hectares sont parsemés de plants de fraqués, akpi ou petits colas. Avant, quand les parents vivaient, on était tout petits, il y avait plein de bois et les champs étaient bien. Mais au jour de nos jours, tous les plants sont détruits. Si on ne plante pas, dans l'avenir, nos enfants, là, vraiment, ça ne serait pas possible. La SINA a planté au total 90 plants à raison de 30 plants par hectare. Il espère plus tard accroître sa production de cacao grâce à ces arbres. Une production qui pouvait atteindre 6 tonnes sur ces 15 hectares. Mais aujourd'hui, celle-ci a décliné jusqu'à 2 tonnes à cause, dit-il, du réchauffement et de la mauvaise qualité de ces cacaoyers. L'agroforesterie, un projet vital donc pour la filière cacaoyère. Le Conseil Café Cacao organise, avec l'appui de l'ANADER, des opérations de distribution gratuites de plants aux producteurs, comme ce jour dans cet autre campement de Nyamangui. Bois BT, combien? 1000. Nyangon, 500. Akui 120. 1500. 500, c'est 2000, 1000, 3120. 3120. C'est bon. Notre objectif s'inscrit donc dans la volonté de transformer le verger ivoirien, le verger cacaoyer, en système agroforestier. En 2021, nous avons commencé la distribution d'arbres et à ce jour, nous avons plus de 8 500 000 plants que nous avons distribués gracieusement aux producteurs. Cette année, la distribution est en cours et l'objectif, c'est 3 millions de plants que nous allons introduire dans nos parcelles de cacaoyer. Et puis pour ceux qui veulent éventuellement faire des reboisements aussi, nous encourageons très vivement ces reboisements. Des plants soigneusement contrôlés par l'ANADER. Car, en plus de la qualité des plants, le cacaoyer ne s'accommode pas avec n'importe quelle variété d'arbres. Il y a des arbres qui ne sont pas amis du cacao, comme on le dit dans nos jargons. Il y a des arbres qui attirent des insectes qui ne vont pas avec la culture du cacao. C'est pour cela qu'il y a des arbres qui sont sélectionnés. Par exemple, on a le fraqué, le nyangon, le cédrela, l'akui, comme on appelle ça, le petit cola. On ne met pas n'importe quel arbre dans les champs de cacao. Sinon, tu risques de créer d'autres problèmes. Et la pépinière, elle, ne se plante pas n'importe comment. Alors, une séance de démonstration et d'explication est faite juste après la distribution, dans un champ école. Sur les lignes, vous allez voir qu'on va mettre les plants à 16 mètres et demi, l'un de l'autre. Et quand on finit la première ligne, on prend la deuxième ligne, on va avoir une distance de 20 mètres. Nous faisons tout ça pour que les plants soient bien répartis sur la parcelle. Au cours du siècle dernier, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé d'environ 16 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares en 2021, selon le dernier inventaire forestier et faunique IFFN. L'agroforesterie contribue à restaurer les terres dégradées et à promouvoir l'agriculture durable. Les agriculteurs peuvent augmenter leurs revenus à travers une meilleure productivité, mais également diversifier leur culture. Un message que les autorités administratives locales ne se privent pas de relayer chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Il arrive que parfois nous-mêmes nous partons au contact des populations, qu'on se déplace pour aller dans les différents villages, pour aller expliquer davantage cette initiative-là aux différentes populations. En Côte d'Ivoire, si le code forestier a été modifié en 2019 pour garantir les droits des agriculteurs sur les arbres présents dans leurs champs, le transfert effectif des propriétés tarde tout de même à se concrétiser.
et la participation de ces agriculteurs à l'effort de reconquête du couvert forestier national reste marginale. Celui-ci était de 9% en 2023, alors que les perspectives tablent sur 20% d'ici 2030. Voilà, l'exigence écologique et économique de l'agroforesterie, les plateformes agricoles s'interrogent sur l'avenir du secteur du cacao, l'agroforesterie, la scolarisation des jeunes filles et la nécessité des pratiques agricoles durables, autant de sujets de réflexion de l'Union nationale des enfants de planteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire, réunis récemment à San Pedro. Le résumé par Ismaël Evradeo. C'est une rencontre à travers laquelle l'UNEPSI, l'Union nationale des enfants de planteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire, entend inculquer une autre vision du secteur du binôme café-cacao. Il s'agit là, pour les organisateurs, d'aborder les enjeux majeurs tels que la durabilité des pratiques agricoles et l'émancipation des jeunes filles par l'éducation. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de planteurs, nous devons être à l'avant-garde de l'adaptation de l'innovation. Il est essentiel d'analyser les pratiques agricoles durables, de promouvoir la recherche et de renforcer la résilience de nos exploitations. La sensibilisation des jeunes planteurs sur l'agroforesterie et la reconnaissance des efforts des producteurs illustrent la volonté de l'Union de préparer un avenir prospère pour cette filière essentielle à l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes face à un changement climatique dont l'impact immédiat retombe sur nous les enfants des planteurs et nos parents. Donc nous devons retenir que, au sortir de cette assemblée générale, chaque coordination soit le relais de tout ce que nous avons appris ici dans les différentes localités. La remise du livre blanc et les distinctions octroyées symbolisent l'engagement de l'UNEPSI à guider le secteur vers des pratiques plus responsables et inclusives. Dans la gestion des collectivités territoriales, nous parlons de décentralisation des actes administratifs. Les préfets de départements, de régions et des élus locaux sont formés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'objectif, c'est de parvenir à une meilleure élaboration des actes administratifs, des documents budgétaires, de planification et de développer aussi une coopération décentralisée avec des collectivités étrangères. Laure Goretti et Soro Corona. Renforcer les capacités des commissions départementales à l'examen des documents de programmation triennale et de budgétisation. À cette rencontre organisée par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, DGDDL, à Boaké, les acteurs sont formés, entre autres, sur les procès-verbaux, les actions et opérations, les plans d'apurement des dettes. La Direction générale de la décentralisation et du développement local a initié beaucoup de réformes. Il était bon que nous passions en revue tout le process et tout se faisait à Abidjan. Et depuis le mois de mai, nous avons initié maintenant des formations pour déconcentrer l'examen des programmes et des budgets des collectivités. Il s'agit aussi pour la DGDDL de former les participants sur l'utilisation de l'application Siguidan, une application qui permet la consultation efficiente et fluide des différents documents et données des collectivités territoriales. Auparavant, ce sont nos chefs de service qui faisaient tout. Et nous, en tant que premier magistrat de la commune, nous devons suivre cette formation pour avoir plus ample d'informations et pouvoir traiter aussi les dossiers avec nos chefs de service. Nous en tirons vraiment beaucoup de profit relativement donc à cette formation pour la mise en œuvre donc de ce nouvel outil Sigidon que nous devons utiliser maintenant dans le cadre donc de la lecture des documents budgétaires au niveau de nos collectivités. Nous souhaitons que cette application continue avec le mercredi de la décentralisation pour que la dimension pratique puisse être de mise. La formation des préfets de région, des départements et les élus locaux est à sa 3e session. Sa tenue dans la ville de Boaké répond à un besoin de formation de proximité de la DGDDL. Parlons à présent de leadership de la jeunesse ivoirienne. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, par sa section Émeraude, a une nouvelle présidente. Les objectifs donc de cette nouvelle présidence, c'est la formation sur le leadership féminin et poser des actions dans la lutte contre le changement climatique. Suivant ce reportage de Constant Kokora et Amidia Rassouba.
Sanou Djenebou est la nouvelle présidente pour la mandature 2025 de la Jeune Chambre internationale Emeraude, 7e présidente de cette organisation locale. Elle a reçu ses attributs lors d'un dîner gala. Pour la mandature 2025, nous comptons faire des grands projets pour impacter durablement notre communauté, tels que le projet sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Et nous allons également faire un projet pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique, faire une sensibilisation sur les élections apaisées en 2025. Il est important pour nous de sensibiliser la population afin qu'on ait une année électorale paisible. Au cours de cette convention, le bureau sortant a dressé un bilan positif du mandat 2024 qui a vu la validation de plusieurs projets. Le mandat a été très fructueux. Grâce à Dieu, nous avons pu réaliser toutes les activités que nous avions prévues. Donc, on va dire un taux de réalisation de 100% avec des membres assez motivés. Nous avons appris beaucoup en tant que leaders. Nous avons formé de nouveaux membres, nous avons formé de nouveaux leaders qui pourront relever les défis de la prochaine génération et surtout du prochain mandat qui va commencer d'ici quelques mois. 7 nouveaux membres ont eu l'occasion d'être intronisés membres actifs de la JCI Emeraude. Ils s'engagent à remplir fidèlement les missions au sein de cette organisation. Créée en 1961, la Jeune Chambre internationale a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement du leadership dans le but de créer des changements positifs. Et un événement culturel, la 6e édition du Festival des Trois Arts, le Festival des cultures Aladjan, Avikam et Haïzi, qui s'est tenu à Jacquesville récemment durant ce mois d'août. Au cours donc de ce festival, il y a eu la promotion de la cuisine, de la mode, mais aussi d'autres savoir-faire locaux. Des réflexions ont également été menées sur une contribution plus accrue sur l'autonomisation de la femme rurale. Didier Nguessan nous en dit plus. Aladjan, Haïzi et Avikam, 3 peuples, 3 cultures célébrées lors du Festival des Trois Arts. Il est question cette année de préserver les traditions culturelles et de rendre les femmes financièrement autonomes en milieu rural en vue d'impacter sur le développement de la région. On a valorisé la jeunesse, on a valorisé la femme et l'année prochaine, ce sera les hommes. Je dis merci à la grande chancelière, au président de la République, à la première dame. Le directeur régional de la culture et de la francophonie, Adjé Venance, a félicité la marraine du festival, Henriette Dagri Diabaté, pour son appui constant à la promotion de la culture. C'est un festival non pas seulement pour danser, mais c'est un festival en même temps qui est un peu comme un défi parce que ça pousse les uns et les autres à se surpasser dans leur corps de métier. Une semaine durant, les festivaliers ont été égayés par plusieurs activités, notamment des défilés de mode, des concours culinaires et un match de gala féminin. Une action sociale dans le Worodougou. Une mosquée est inaugurée à Diorolé. Elle est offerte par les fils, filles et fidèles musulmans de ce village. Le coût de l'investissement est estimé à 50 millions de francs CFA. Serge Coléa et Ismaël Evradeo. Diorolé, village de la sous-préfecture de Massala, dans le district du Woroba, vit un événement religieux majeur. Il s'agit de l'inauguration de la nouvelle mosquée. Construite sur une superficie de 1000 mètres carrés, la nouvelle mosquée de Diorolé est le fruit des efforts déployés par la communauté musulmane conduite par la mutuelle du village pour un coût de plus de 50 millions de francs CFA. Avec une grande joie que nous ouvrons cette mosquée, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons introniser l'imam de cette mosquée et à partir d'aujourd'hui, toutes les prières de vendredi seront faites ici. Je suis fière de nous-mêmes, nous les enfants du village, pour la construction de cette mosquée. J'invite aussi les autres filles et fils du village de venir vers nous pour le développement du village. C'est vraiment un événement inoubliable pour moi. Je remercie le bon Dieu. Je remercie le COSIM, je remercie le village. Le nouvel imam de Diorolé, intronisé par El Hadj Dosso Alassane, représentant le cheikh Ousmane Diakité, président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, a reçu ses attributs avec les bénédictions d'une importante délégation de guides religieux. Le prophète, le premier travail qu'il a fait dans l'islam, il a construit la mosquée. Et il était le premier imam aussi
Voilà pourquoi nous étions très contents de nous déplacer pour venir soutenir nos frères musulmans à Djogolé. Le représentant du sous-préfet a salué l'union entre les filles et fils de Djogolé. Prières, bénédictions et danses ont mis fin à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mosquée de Djogolé et de l'intronisation de son imam. L'actualité sportive de cette journée, ce sont les Jeux paralympiques de Paris en 2024 qui débutent ce jour et s'achèveront le 8 septembre prochain. Pas moins de 549 épreuves figurent au programme pour 23 sports représentés. Les compétitions se déclinent par catégorie en fonction des spécificités des participants et la Côte d'Ivoire y est représentée par 4 para-athlètes qui représenteront le pays dans 3 disciplines. Il s'agit de Ano Hadou Hervé et Ouattara Awa en haltérophilie, Yeka Michel en athlétisme, lancer de poids et javelot et Bolibi Michel dans la discipline de taekwondo. Voilà, c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce journal était traduit en langue des signes. L'information revient à 15h sur RTI1.